Je m'appelle Éléonore, et longtemps j'ai cru que ma vie avait la tenue d'un grand cru. Cette densité tranquille, cette élégance qui ne s'excuse pas. À Bordeaux, on apprend tôt à parler bas, à marcher droit, à sourire sans dévoiler la fatigue. On apprend aussi à protéger les apparences comme on protège une bouteille rare, à l'abri de la lumière, des mains maladroites, des regards trop curieux. Ce matin-là, la ville avait cette douceur de janvier où la Garonne ressemble à une lame polie. Dans la cuisine, le marbre était froid sous mes paumes. La bouilloire chuchotait. Je savais exactement comment la journée devait se dérouler. Le café dans les tasses fines, le pain encore tiède du boulanger de la rue, le courrier posé en piles nettes. Une vie de précision, presque une liturgie. Thibault l'était descendu quelques minutes plus tôt, en robe de chambre, l'air absent et satisfait des hommes qui pensent avoir tout réglé. Il avait embrassé mon front comme on coche une case, puis il était reparti vers son bureau, son parfum traînant derrière lui, boisé, cher, trop sûr de lui. Il avait oublié son iPad sur la table, près du journal plié. Je n'ai pas l'habitude de fouiller. Je n'ai jamais été cette femme qui renverse des tiroirs ou qui cherche des preuves comme on cherche une arme. J'ai été, pendant des années, biéditrice dans la presse régionale. J'ai appris à respecter la frontière entre la vie privée et ce qui mérite d'être écrit. Et pourtant, ce matin-là, l'écran s'est allumé tout seul, comme si l'objet lui-même avait décidé de parler. Une notification s'est affichée, brute, insolente, au milieu de la propreté du matin. « Tu me manques, je pense encore à ton odeur. À hier soir. » En dessous, un nom, Margot. Et détail plus cruel encore, une petite mention indiquant l'âge, 50 ans. J'ai senti quelque chose se déplier en moi, lentement, une sorte de voile glacé. Pas une scène, pas un cri. Non, une mise au point. Comme quand on goûte un vin et qu'on comprend d'un coup ce qui cloche, une note étrangère, un défaut discret mais irréversible. Mes doigts n'ont pas tremblé. Je me suis surprise à respirer très calmement, comme si mon corps avait compris avant moi qu'il fallait économiser l'émotion, la garder pour plus tard, la ranger au bon endroit. J'ai posé la tasse, j'ai pris l'iPad. L'application s'appelait Vénus et Mars, un nom trop ironique, trop théâtral. Je l'ai ouverte sans précipitation, avec la lenteur de quelqu'un qui sait déjà que la vérité ne s'enfuit pas. Elle attend. Et là j'ai vu. Des conversations, des petites phrases sucrées, des promesses de rendez-vous, des emojis ridicules, un vocabulaire d'adolescent dans la bouche d'un homme qui cite Montaigne au dîner. Le contraste m'a presque fait sourire. Presque. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le profil. Il ne s'appelait pas Thibault. Il s'appelait Julien. Une photo prise dans notre propriété, au milieu des vignes. Je reconnaissais l'angle, la lumière, le cadrage. C'était moi qui avais pris cette image, un dimanche d'automne, quand il avait ri en disant que je le rendais plus jeune. Il avait gardé la photo pour la donner à d'autres. Son texte de présentation est écrit comme une petite élégie. Veuf, fidèle à la mémoire d'une épouse adorée, cherche une présence douce, une complicité discrète, les blessures nous rendent plus vrais. Je l'ai relu plusieurs fois, non par incompréhension, mais parce que chaque mot était une gifle polie. Il avait transformé ma place en décor. Il avait fait de moi une morte utile. Dans le reflet noir de l'écran, je voyais mon visage, soigné, pas encore usé, mais marqué par cette maturité que les femmes portent seules. 52 ans. L'âge où l'on n'a plus envie de mendier l'amour, ni de jouer les ingénus. L'âge où l'on comprend que l'autonomie n'est pas un slogan, c'est une frontière. J'ai reposé l'iPad exactement où je l'avais trouvé. J'ai essuyé une goutte de café qui avait débordé, geste minuscule, presque ridicule, comme si je voulais empêcher le chaos de salir le marbre. Puis je me suis assise. Dans l'autre pièce, j'entendais Thibault parler au téléphone, sa voix posée, chaleureuse, cette voix qui rassure les hommes importants et séduit les femmes fatiguées. Il riait doucement. Il était parfaitement à l'aise parce qu'il croyait à son masque, parce qu'il croyait que les épouses à Bordeaux se contentent de tenir la maison et de fermer les yeux. J'ai regardé la pendule, tic-tac net, impitoyable, et j'ai pensé à notre fils, à son avenir, à ce monde d'institutions, de respectabilité, de dossiers impeccables, où le moindre scandale devient une tache d'encre sur une robe claire. Alors je n'ai rien fait, pas encore. Je me suis contentée de sentir, au fond de moi, quelque chose se solidifier, une décision sans cri, une intelligence froide presque tendre,
comme une main posée sur une épaule. Je savais une chose, Thibaut aimait plus que tout sa réputation, plus que l'amour, plus que la vérité. Et ce matin-là, j'avais compris que c'était là précisément que je pouvais le faire tomber, sans bruit, sans scène, avec élégance. Je n'ai pas dormi comme on dort, j'ai veillé, pas en guettant une porte, non, en réorganisant intérieurement le monde, comme on remet en ordre une bibliothèque après un incendie. Le lendemain, j'ai fait ce que je sais faire depuis toujours. J'ai observé. J'ai laissé les choses venir à moi avec cette patience des gens qu'on croit dociles. Le matin, Thibaut s'est montré impeccable. Il a commenté la météo, parlé d'un déjeuner à la Cité du Vin, glissé une phrase sur les dossiers qui s'empilaient. Il a même plaisanté sur ma manie de ranger les couverts par taille, comme si notre intimité n'était qu'une suite de petites habitudes charmantes. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière la mise en scène, la posture, le dosage, la façon qu'il avait de déposer ses mots comme des pièces sur un échiquier en étant certain que l'autre jouerait selon les règles qu'il avait écrites. À l'époque où j'étais en rédaction, on m'avait appris une chose. La vérité ne surgit pas dans les grands gestes. Elle fuit dans les détails, une photo trop travaillée, une formule répétée, un récit qui sonne juste parce qu'il est emprunté. J'ai attendu qu'il parte. Dès que la porte s'est refermée, j'ai enfilé un manteau sobre, j'ai attaché mes cheveux sans coquetterie et je suis sortie dans Bordeaux comme on entre dans un dossier. La ville avait ses bruits de matin, les trams, les talons pressés, l'odeur du café qui sort des bouches de métro. Et moi, au milieu, je me sentais étrangement légère, parce que ma colère avait pris une forme, une direction. Je n'ai pas commencé par l'iPad, je n'ai pas commencé par Margot, j'ai commencé par le masque. Vénus et Mars. Je l'ai téléchargé sur mon téléphone, puis je l'ai supprimé aussitôt, comme on touche une surface contaminée. Ce n'était pas là que j'allais le suivre. Je ne voulais pas devenir l'ombre de son mensonge. Je voulais en comprendre l'architecture. Au café de la place Camille Julien, je me suis assise près de la fenêtre. J'ai sorti un carnet, mon vieux réflexe. J'ai noté ce que j'avais déjà. Julien, veuf, mémoire d'une épouse. Puis j'ai ajouté photo vigne, langage sentimental, cible, femme 45-60. Ça m'a fait l'effet d'une annonce de marché, pas d'une histoire d'amour. J'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Élodie, une amie d'enfance qui travaillait dans une banque privée et qui avait cette loyauté discrète des femmes qui savent ce que la vie coûte. Je n'ai pas demandé des informations interdites, jamais. J'ai seulement laissé une phrase tomber, comme on laisse tomber un verre pour entendre s'il se brise. Dis-moi, quand un homme commence à déplacer des sommes lentement en plusieurs virements, ça ressemble à quoi, de ton point de vue? Elle a soupiré, pas de surprise, plutôt de la fatigue, à une préparation, à quelqu'un qui croit qu'il ne sera pas contrôlé. Cette simple réponse a fait un vide en moi, un vide qui voulait dire « ce n'est pas seulement une histoire de corps, c'est une histoire d'argent, de pouvoir, de territoire. » Je suis rentrée, j'ai rangé la maison comme d'habitude et j'ai attendu le bon moment. Le soir, Thibaut a pris sa douche. L'eau coulait, longue comme un rideau. Il chantonnait, un air léger. Je l'entendais et j'avais envie de rire ou de pleurer. Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai pris l'iPad. Je n'ai pas fouillé au hasard. J'ai cherché Julien. J'ai ouvert son profil comme on ouvre un dossier judiciaire. Je me suis mise à lire les messages envoyés, pas ceux reçus d'abord. Les envoyés disent toujours plus, parce qu'ils sont fabriqués. Il avait écrit à plusieurs femmes, des veuves, des divorcées, des retraitées élégantes. Il leur parlait de silence, de promenades dans les vignes, de musique. Il se disait simple alors qu'il ne l'avait jamais été. Il se disait seul alors qu'il avait une maison, une épouse, un monde pour le porter. Et puis j'ai vu un schéma, toujours les mêmes étapes, une phrase sur la douleur, une phrase sur la pudeur, une photo de lui dans nos vignes, puis, au bout de quelques jours, une demande douce. Je dois avancer des frais pour régler une situation compliquée. Je déteste demander. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'était là. Je l'ai senti comme une morsure, parce que je connaissais ce ton. Il l'avait utilisé avec moi au début de notre mariage, quand il voulait une concession, un sacrifice. Il l'enrobait de délicatesse et à la fin, on se retrouvait à céder sans s'en apercevoir.
Je n'étais pas seulement trahie, j'étais instrumentalisée, et ces femmes aussi. J'ai pris des photos de l'écran, doucement, sans trembler, puis j'ai noté les dates, les prénoms, les formulations récurrentes. J'ai tout remis à sa place. J'ai effacé mes traces comme on efface une empreinte sur une vitre. Quand Thibaut est sorti de la salle de bain, les cheveux humides, il a trouvé une table mise avec soin. Une soupe légère, du poisson, un verre de blanc. J'ai souri, j'ai parlé de choses simples, et à l'intérieur, je bâtissais déjà. Je ne cherchais pas une vengeance bruyante. Je cherchais la chute exacte, celle qui fait tomber un homme, non pas parce qu'il a trompé, mais parce qu'il a menti sur ce qu'il était, devant tout le monde. Et dans notre milieu, le mensonge public est plus lourd que l'adultère. Il colle, il sent mauvais, il ruine le respect. Je le savais, et je savais aussi que, pour un homme comme lui, perdre le respect, c'est perdre l'air. Le mois suivant devait être lumineux, presque solennel. Notre fils allait prêter serment pour sa nouvelle fonction au parquet général près la cour d'appel. Dans notre milieu, on ne parle pas seulement de carrière, on parle de symboles. On sait que la moindre rumeur devient un caillou dans une chaussure et qu'à force de marcher avec, on finit par boiter devant tout le monde. Je l'ai compris avant même de l'accepter. Alors j'ai choisi le silence. Celui des signes, oui. Ce silence qui ne signifie pas l'absence de douleur, mais la maîtrise. J'ai continué à être irréprochable, non par soumission, par stratégie. Dans la journée, j'ai travaillé comme si de rien n'était. J'ai appelé le traiteur que j'aimais, celui qui ne confond pas le luxe avec l'excès. J'ai demandé une table chez un chef discret, de ceux qui servent Bordeaux sans le vendre. J'ai répondu à des invitations, envoyé des messages polis, pris des nouvelles des uns et des autres. Et surtout, j'ai observé qui parlait à qui. La société bordelaise ressemble à une nappe de soie posée sur une table. On la croit lisse, mais il suffit d'un ongle pour accrocher un fil, et le fil ensuite court tout seul. Je ne pouvais pas laisser Thibaut tirer sur cette trame avec ses mains sales. Je l'ai vu, justement, dans les jours qui ont suivi, devenir plus nerveux. Pas plus affectueux, plus nerveux. Comme un homme qui sent le sol se dérober sans savoir encore où. Il gardait son téléphone à portée de main comme un organe vital. Il le retournait écran contre la table au moment précis où l'on s'assoit, et quand il croyait que je regardais ailleurs, ses doigts glissaient sous la nappe, rapides, presque adolescents. Je faisais semblant de ne rien voir. Je m'occupais du dîner, je sélectionnais un vin, je parlais de choses neutres, le timbre d'une voix, une route bouchée, un article lu trop vite, des banalités comme des rideaux. Et pourtant, au milieu de la table, il arrivait que je surprenne un fragment de lui, une lumière bleutée qui s'allume, une vibration, une seconde où il sourit à quelqu'un qui n'est pas là. Je sentais alors une pointe fine, pas un couteau, plutôt une aiguille précise qui cherche le même endroit chaque soir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, j'ai respiré et j'ai laissé la douleur se déposer au fond comme un sédiment. J'avais trop vécu pour confondre l'émotion et l'action. Le lendemain, j'ai commencé à déplacer des choses invisiblement. J'ai repris la main sur nos rendez-vous sociaux. J'ai relancé 2 amies influentes, pas pour bavarder, pour baliser. J'ai proposé un déjeuner à une voisine qui parle beaucoup, justement, et je l'ai écoutée parler d'elle jusqu'à l'épuisement. Puis, au moment où elle croyait m'avoir prise, j'ai glissé une phrase anodine sur Thibaut, une phrase qui le rendait banal. Un homme fatigué, un peu distrait, très pris par ses affaires. Rien de croustillant, rien qui fasse briller les yeux. C'était le début de l'isolement. Plus un homme vit par le regard des autres, plus il se meurt quand ce regard se détourne. Je n'avais pas besoin de salir Thibaut. Je devais seulement l'empêcher d'exister comme personnage central. Et pendant que je tissais ce filet de normalité, je continuais ma comédie domestique, raffinée, impeccable. Dîner dressé, serviettes pliées, lumière douce, et en moi, une certitude de plus en plus nette. Je protégerai mon fils, je protégerai mon nom. Et quand le moment serait venu, je ne parlerai pas fort. Je ne hausserai pas la voix, je laisserai simplement la vérité apparaître, au grand jour, là où Thibaut croyait être intouchable. Quelques jours plus tard, le mensonge a changé de texture. Ce n'était plus seulement l'odeur d'une autre femme qui flottait entre nos murs, c'était le bruit sec d'un chiffre. Je l'ai senti avant de le prouver.
Thibault avait cette façon de marcher dans la maison quand il se croit seul. Un pas plus lourd, une respiration courte, une impatience qui ne lui ressemble pas. Les hommes comme lui savent jouer l'assurance devant les autres, mais leur corps, lui, n'a pas appris à mentir jusqu'au bout. Ce matin-là, il a laissé sur le buffet une enveloppe de la caisse de retraite complémentaire. Une enveloppe banale, papier épais, logo discret. Il l'a posée comme on pose une preuve en pensant qu'elle ne sera jamais lue. J'ai attendu qu'il parte, puis je l'ai ouverte sans trembler. Une ligne a sauté à mes yeux, un rachat partiel, 50 000 €. J'ai relu lentement, en articulant intérieurement chaque terme administratif, comme si je corrigeais un article avant publication. Date, référence, compte de destination masqué, justification, investissement, ce mot-là, si pratique, si vide. Si commode pour faire avaler l'inacceptable. Le sang ne m'est pas monté au visage, il s'est retiré comme une marée. J'ai ressenti une froideur parfaite. L'argent, ce n'est jamais seulement de l'argent. C'est du temps, de l'effort, des renoncements, des années de prudence. Dans notre couple, cet argent venait de mes concessions autant que des siennes, des vacances écourtées, des achats reportés, de ce « plus tard » qu'on promet aux femmes pour qu'elles tiennent encore. Je n'ai pas couru à la banque. Je n'ai pas appelé Thibault, j'ai pris mon carnet, j'ai noté 50 000, j'ai noté la date. Puis je me suis souvenu d'un détail, quelques semaines auparavant, il avait évoqué un studio à rénover pour diversifier. Il avait parlé vite, comme s'il citait une météo financière. J'avais laissé passer, parce que je croyais encore à notre contrat implicite, on se protège, on ne se vole pas. Ce jour-là, j'ai compris que ce contrat n'existait plus. Si tant est qu'il ait existé. Je suis sortie. Bordeaux était clair, presque indécente de beauté. Les vitrines brillaient, les gens buvaient des cafés en terrasse comme si la vie était simple. Moi, je marchais avec une question unique. À qui avait-il donné notre argent? La réponse est venue par la petite porte, comme toujours. Chez le notaire, je n'ai pas demandé un acte. J'ai demandé une information générale, dans le cadre d'un futur bilan patrimonial. Ce qui est parfaitement légitime. Le clerc m'a parlé des tendances, des placements, de l'immobilier locatif, et au détour d'une phrase, j'ai entendu un nom presque par accident. Une agence, un quartier, une transaction récente dans un immeuble discret pas loin des Chartrons. Je n'avais pas encore la preuve. Mais j'avais une direction. Le soir, Thibault est rentré plus tôt. Il a posé son manteau, m'a embrassé avec une douceur un peu trop calculée et il a parlé d'une voix légèrement trop chaude. Il m'a dit qu'il avait sécurisé certaines choses pour nous, qu'il avait pris de l'avance, qu'il fallait parfois être agile. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se déchirer, mais sans bruit. Car derrière ces mots, j'entendais l'autre histoire, celle de Margot. Cette femme de 50 ans, pas une jeune proie naïve, une femme de notre âge, avec ses cicatrices, ses économies, sa dignité. Et lui, Thibault? Lui qui se disait veuf sur une application, lui qui se disait fidèle à une morte imaginaire, il utilisait désormais l'argent comme il utilisait les sentiments, comme une monnaie d'échange. Je lui ai servi un verre de vin, je lui ai demandé si la journée avait été bonne. Il a souri. Il a cru qu'il avait gagné. Et moi, dans ma tête, j'ai ajouté une autre ligne dans mon carnet, plus lourde que les chiffres. Il a franchi le seuil. Je n'ai pas voulu la surprendre au pied d'un immeuble, ni la suivre comme une mauvaise héroïne de roman. Je ne voulais pas de ce théâtre-là. Margot méritait mieux, et moi aussi. Je lui ai écrit depuis un compte neutre, une adresse que j'utilisais autrefois pour des enquêtes de presse, une phrase simple, presque professionnelle, sans menace, sans colère. « J'aimerais vous parler, pas pour vous humilier, pour vous éviter pire. » Elle a répondu dans l'heure. « Un rendez-vous ?» Un salon de thé discret, rive gauche, loin des lieux où l'on se montre. Le jour venu, j'ai choisi une tenue sobre, pas pour faire riche, pour être moi. À 52 ans, on n'a plus besoin de costume pour exister. On a besoin de justesse. Le salon de thé sentait la bergamote et la cire. Des fauteuils un peu usés, une lumière douce, des clients qui parlent bas. Margot était déjà là. Je l'ai reconnue immédiatement sans l'avoir jamais vue. Parce que Thibault avait un goût précis. Des femmes qui tiennent debout, une coiffure soignée, des mains fines, une bague ancienne. Elle ne ressemblait pas à une aventure. Elle ressemblait à une vie.
Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu sa première défense, ce mélange d'orgueil et d'inquiétude. Elle a dû croire que j'allais cracher des mots comme on jette de l'acide. Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai laissé un silence, juste assez long pour qu'elle comprenne que je ne venais pas pour jouer. Je n'ai pas prononcé le nom de Thibaut tout de suite. J'ai parlé de moi. Très peu. Juste ce qu'il fallait pour que la réalité prenne forme. Je suis Éléonore, sa femme, depuis 28 ans. Elle a serré sa tasse. Une microseconde, son menton a tremblé, puis elle s'est redressée. Une femme de 50 ans, ça ne s'effondre pas facilement. Ça encaisse, d'abord. Ça pense. Je n'ai pas ajouté « vous êtes la maîtresse ». Ce mot est trop facile. Il donne à l'homme le beau rôle, celui du séducteur. Or, Thibaut n'était pas un séducteur, il était un prédateur mondain. Il confondait l'intime et le commerce. J'ai sorti un album de mariage, cuir patiné, pages épaisses. Je l'ai ouvert doucement, pas comme une arme, comme une preuve. Des photos, des rires, des vendanges, la maison, les vignes, la même lumière que sur son profil julien. Margot a regardé. Sa respiration s'est cassée, presque imperceptiblement. Il m'a dit qu'il était veuf, a-t-elle soufflé, comme si le mot lui brûlait la langue. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas eu ce plaisir vulgaire de vous voyez. J'ai simplement hoché la tête. Et j'ai sorti une autre chemise plus fine, plus grise. Quelques documents médicaux que Thibaut avait laissés traîner il y a des années après une consultation. Rien de spectaculaire, mais assez pour comprendre qu'il avait déjà été alerté sur sa manière de manipuler, sur ce besoin de contrôle, sur son incapacité à se remettre en question. J'ai choisi mes mots avec soin. Il a été suivi à un moment. On a évoqué des traits narcissiques, des mécanismes de domination. Ce n'est pas une insulte, c'est une structure. Margot a blêmi. Et là, j'ai vu, non pas la rivale, mais la femme qu'on a prise pour un guichet. Elle a ouvert son sac à son tour, elle en a sorti des relevés, des messages d'un projet, des phrases de Thibaut qui parlaient d'avenir comme on vend un produit, et surtout, une trace de virement, une somme qu'elle avait prêtée pour sauver son entreprise. Tout s'est mis à s'emboîter, sans bruit. Nous sommes restés là un moment, deux veuves symboliques. Elle, veuve d'une illusion, moi, veuve d'un mariage qui respirait encore, mais dont l'âme avait quitté la pièce. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne veux pas vous détruire. Je veux qu'il cesse. Et je veux récupérer ce qu'il a pris. À vous, à moi. Margot a avalé sa salive. Puis, Trella a acquiescé. À cet instant précis, quelque chose a basculé. Ce n'était plus une histoire d'adultère. C'était une affaire. Un dossier. Une alliance de femmes qu'on croyait isolées. Et Thibaut, sans le savoir, venait de perdre sa plus grande force. Notre silence séparé. Nous n'avons pas scellé notre accord avec des serments, seulement avec une lucidité partagée. Deux femmes de 50 ans n'ont pas besoin de se promettre l'éternité. Elles ont besoin d'un plan et d'une méthode qui ne tremble pas. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec maître Laurent Dubois. Je l'avais croisé autrefois dans un dossier cible quand je travaillais encore dans la presse. Un homme qui ne confond pas la morale et le droit, et qui sait que la vérité au tribunal n'existe que si elle est prouvée proprement. Je lui ai dit tout ce que je savais, sans lyrisme. L'application, le profil julien, les messages, le rachat partiel de 50 000 €, le soupçon d'un achat dissimulé, l'argent de Margot, les dates, les indices. Il m'a écouté sans m'interrompre, les doigts joints, comme s'il rangeait déjà les pièces dans un ordre qui m'échappait. Puis il a levé les yeux. « Vous voulez divorcer ?» J'ai senti la tentation, cette envie de trancher d'un coup, d'arracher la peau du mensonge. Mais j'ai pensé à notre fils, à la cérémonie à venir, à la presse locale qui adore les chutes élégantes, et j'ai répondu lentement. « Pas encore, pas dans le bruit, je veux que la chute soit factuelle, irréfutable. » Il a hoché la tête, comme si c'était exactement ce qu'il espérait entendre. Alors, on ne fait rien de spectaculaire. On fait ce que les pervers redoutent. On documente et on sécurise. D'abord les preuves, ensuite les mesures. Il a prononcé un mot qui m'a rassuré plus que je ne l'aurais cru. Huissier de justice. Pas pour prendre en flagrant délit comme dans les films. Pour ce qui compte réellement, aujourd'hui, les preuves numériques, les captures d'écran, les échanges, les confirmations de réservation, les traces d'argent. Tout ce que Thibaut croyait intangible parce que virtuel.
Maître Dubois m'a expliqué la mécanique avec une simplicité cruelle. Un constat d'huissier, réalisé dans les règles, donne à l'électronique une valeur d'acier. Sans cela, un juge peut toujours douter, minimiser, écarter. Avec cela, la réalité se fige. Je suis sortie de son cabinet avec une sensation étrange, comme si je marchais au bord d'un fleuve gelé et que la glace enfin portait. Margot, de son côté, a accepté de faire la même chose. Elle a rassemblé ses preuves, sans se mettre en danger, sans provoquer Thibault. Elle m'a envoyé des copies de virements, des courriels, des promesses écrites. Rien d'illégal, rien d'arraché. Juste ce qu'il avait donné, persuadé qu'on ne le relirait jamais. Et moi, j'ai commencé à séparer ce qui devait l'être. Dans un couple, l'argent commun ressemble à une nappe posée sur une table. On croit que tout est partagé, mais il suffit qu'un seul tire sur le tissu pour que tout s'effondre. Maître Dubois a été clair. Si Thibault a contracté des dettes pour nourrir une manœuvre personnelle, un détournement, un investissement qui sert une liaison ou une fraude, alors on peut plaider des dettes non ménagères. On peut demander que cela lui soit imputé à lui seul. Ce n'était pas une vengeance, c'était une remise à sa place du réel. Je n'ai pas annoncé quoi que ce soit à Thibault. Au contraire, j'ai redoublé de calme. J'ai été la femme qu'il croit connaître, polie, douce, présente. Je l'ai accompagné à des dîners, j'ai serré des mains, j'ai souri à des épouses qui me regardaient comme on regarde une valeur sûre. Et pendant qu'il se rengorgeait, je faisais installer, discrètement, des garde-fous, changement de mot de passe, relevés consultés, documents copiés et mis en lieu sûr, une trace écrite pour chaque mouvement, et surtout, une discipline intérieure, ne pas céder à l'urgence. Car j'avais compris ceci. Thibault n'était dangereux que tant qu'il contrôlait le récit. À partir du moment où le récit devient un dossier, il cesse d'être un homme séduisant. Il devient un homme exposé. Et c'est ce que je préparais, sans hâte, sans cri, avec l'élégance froide des femmes qu'on sous-estime. Il a choisi le bon moment, le moment où une femme se croit fatiguée, émue, presque reconnaissante qu'on lui prenne un peu la charge. La veille, nous avions reçu l'invitation officielle pour la cérémonie de notre fils. Papier épais, en-tête solennelle, cette gravité feutrée qui vous rappelle que la réputation est une matière vivante, qu'elle respire et qu'elle saigne. Thibault est entré dans le salon comme on entre sur une scène. Il avait mis une chemise claire, celle qui lui donne l'air d'un homme transparent. Il tenait une chemise cartonnée dans la main, soigneusement fermée. Il s'est assis près de moi, trop près, et il a posé sa paume sur mes doigts avec cette chaleur fabriquée qu'il réserve aux instants où il veut obtenir. « Éléonore, j'ai besoin de toi, juste d'une signature, rien de grave. » Sa voix était douce, presque humble. C'était son art, faire passer ses manœuvres pour des gestes de couple. Il a ouvert la chemise, j'ai vu le haut d'un document, des phrases juridiques, une mention de mandat, de cession, et un nom de commune sur la Côte d'Azur, notre maison de vacances, celle où j'ai vu grandir notre fils, celle où j'ai cru un temps que Thibault et moi avions quelque chose de simple. Il faut vendre temporairement, a-t-il ajouté. On fait tourner le capital, après on rachète ailleurs, ce sera mieux pour toi. Pour toi, toujours ce pour toi qui veut dire pour moi. Il a levé les yeux vers moi, cherchant ce mélange de confiance et d'abandon qu'il obtenait autrefois sans effort. Je l'ai observé, et j'ai senti dans mon ventre cette lucidité qui ne tremble plus. Il ne cherchait pas à sécuriser notre avenir, il cherchait à se renflouer. À éponger ses fuites, à alimenter son double jeu. Il voulait le faire avant que les projecteurs ne s'allument sur notre famille, avant que la cérémonie ne rende toute crise impossible. Je n'ai pas dit non. Un non l'aurait alerté. Un non l'aurait poussé à accélérer, à mentir plus fort, à déplacer les pièces ailleurs. J'ai respiré. J'ai laissé un petit silence, comme si j'hésitais. Puis j'ai souri. Bien sûr, si c'est pour nous. Il a eu ce soulagement minuscule, ce relâchement du visage des hommes qui croient que la victoire est naturelle. Il a sorti un stylo, me l'a tendu, et il a glissé le document vers moi avec une lenteur étudiée, presque tendre. Ce qu'il ignorait, c'est que la vraie signature avait déjà été préparée. 2 jours plus tôt, Maître Dubois m'avait accompagné chez Maître Durand, notre notaire. Nous n'avions pas parlé de vengeance, nous avions parlé de protection, de mesures conservatoires possibles, d'alerte à mettre en place, d'un courrier circonstancié daté, enregistré,
demandant, en cas de tentative de vente, de refuser toute signature qui ne passerait pas par un double contrôle et d'en informer immédiatement mon avocat. Une sorte de verrou légal, discret mais réel. Et surtout, Maître Durand avait rédigé un document prêt à partir. Une opposition à la vente motivée par un risque de détournement et de dissipation d'actifs, qui, une fois déposé, oblige à vérifier, à ralentir, à sécuriser, le genre de ralentissement qui, pour un homme pressé, ressemble à une panique. J'avais ce document dans mon sac, plié comme une feuille banale, et j'avais déjà convenu d'un signal, un simple SMS envoyé à l'étude, une phrase anodine. Je passe prendre le dossier bleu. Alors, ce soir-là, devant Thibault, j'ai pris le stylo. J'ai baissé les yeux. J'ai feint la concentration. J'ai tracé ma signature. Mais pas au bon endroit. Pas sur son mandat. Je signais, en pensée, la fin de son pouvoir. J'ai posé le stylo, j'ai refermé la chemise comme si tout était réglé, et je me suis levée pour faire couler le thé. Dans la cuisine, j'ai envoyé le message convenu. Une phrase courte, presque ridicule. Et pourtant, à cet instant, la machine s'est mise en marche. Quand je suis revenue, Thibault m'a regardée avec une gratitude trop appuyée. Tu vois, on peut compter l'un sur l'autre. J'ai incliné la tête et j'ai senti, pour la première fois, non pas la douleur, mais une forme de calme. Parce que je savais ce qui allait se passer. Dans les jours qui suivraient, il appellerait l'agence, il parlerait de rapidité, il jouerait au grand homme pressé et il se heurterait à un mur administratif poli, implacable. Pas un scandale, pas une dispute, juste une porte qui ne s'ouvre plus. Et dans notre monde, quand un homme comme Thibault perd le contrôle d'une porte, il commence à perdre le contrôle de tout, surtout de ce qu'il croit être le respect. Le jour de la cérémonie est arrivé avec une splendeur presque indécente. Un ciel clair, un froid sec qui rend les silhouettes plus nettes, comme si l'hiver voulait lui aussi assister au jugement. Le château avait cette beauté ancienne, trop lourde pour être innocente. Pierre blonde, gris noir, allées de gravier qui crissent sous les pas, et dans l'air, un parfum de cire, de fleurs blanches, de champagne, qu'on sert avant même d'avoir faim. Je suis arrivée au bras de Thibault. Il avançait avec cette assurance de propriétaire, alors qu'il n'était plus propriétaire de rien, pas même de sa propre histoire. Autour de nous, les regards glissaient avec une curiosité élégante. Des magistrats, des élus, des notables, des amis de façade. Tous venaient célébrer mon fils. Tous venaient aussi vérifier que sa famille était à la hauteur de sa nomination. J'avais choisi une robe simple, d'un bleu sombre. Pas de provocation, pas d'ornement. Dans mon sac, il n'y avait ni rouge à lèvres, ni mouchoir, seulement un dossier fin, quelques copies et une carte de visite d'huissier de justice, comme un talisman rationnel. Je ne voulais pas gagner par l'émotion. Je voulais tenir, jusqu'au bout, par la méthode. Mon fils m'a embrassé sur les 2 joues. Sa main a serré mon épaule, une pression brève qui disait « Je suis là ». Il ne savait pas tout. Il sentait seulement une tension. J'avais protégé son esprit comme on protège une flamme du vent. La cérémonie a commencé. Les discours avaient ce ton grave qu'on adopte quand on parle de justice. Des mots sur l'éthique, sur la dignité, sur la responsabilité. Des mots magnifiques, presque dangereux, parce qu'ils révélaient par contraste la petitesse de ce que Thibault avait fait. Je l'ai observé pendant que l'on parlait de probité. Il souriait, il hochait la tête, il jouait le mari modèle, le père fier, le notable irréprochable. Il se tenait légèrement en avant, comme s'il voulait capter un peu de lumière pour lui-même, comme si la réussite de notre fils devait aussi le blanchir. Le cocktail a suivi, dans une salle voûtée où les lustres faisaient briller les verres comme des yeux. On félicitait, on riait, on échangeait des cartes, on promettait des déjeuners. Tout semblait normal. C'était ça, la cruauté. Le monde continue de danser pendant que l'on vous coupe le souffle. Et puis, je l'ai vue. Margot est apparue sans éclat, sans bruit. Un manteau clair, une coiffure simple, un visage tenu. Elle n'avait pas l'air d'une maîtresse venue faire un scandale. Elle avait l'air d'une femme qui a compris et qui refuse de rester un tiroir-caisse. Personne ne l'a annoncé. Elle s'est glissée parmi les invités comme une note dissonante dans une partition parfaite. Elle a traversé la salle sans chercher à me regarder comme convenu. Notre alliance reposait sur une règle, ne pas se donner en spectacle. Thibault, lui, ne l'a repéré qu'au dernier moment.
Je l'ai vu se raidir, ce micro-mouvement dans le cou, cette imperceptible pâleur. Il a tenté de se recomposer, un sourire, un petit geste de la main. Mais son corps l'a trahi. Il savait qu'elle existait. Il ne savait pas qu'elle pouvait entrer ici. Margot s'est arrêtée devant lui. Elle a sorti une enveloppe Kraft, épaisse, sans fioritures. Elle n'a pas levé la voix. Elle a simplement tendu l'enveloppe, comme on remet un recommandé, avec une politesse glaciale. Thibaut a eu un rire bref, forcé, pour sauver la face. Il a pris l'enveloppe. Il a dû penser à une lettre d'amour, à un dernier caprice, à une menace privée. Il a ouvert. J'ai vu ses yeux cendre sur les lignes et se vider. Une convocation, une audition. Des mots administratifs précis qui ne laissent aucune place au charme, soupçons d'escroquerie, abus de confiance, manœuvres financières. La procédure ne venait pas d'une rumeur, elle venait d'un dossier. Et derrière ce dossier, il y avait nos preuves, nos dates, le constat d'huissier, la rigueur. Le silence s'est fait autour de nous comme une nappe qu'on retire d'un coup. Les conversations ont ralenti, quelques têtes se sont tournées. Un verre a teinté. On a senti dans l'air cette chose terrible, la respectabilité qui se fissure en public. Thibaut a essayé de parler, ses lèvres ont bougé, aucun son n'est sorti, ou alors un son sans forme, inutile. Il a voulu rire encore, mais son visage ne savait plus comment. Et moi, je n'ai pas bougé. Je suis restée à ma place, à ma droite, calme, comme si je regardais enfin un homme sans masque. Autour, les regards ne cherchaient plus mon fils. Ils cherchaient Thibaut. Ils le mesuraient, ils le jugeaient, ils le dépouillaient. C'était exactement ce que je voulais. Pas sa ruine immédiate, mais la chute de ce qu'il vénérait plus que tout. Le respect. Et dans la lumière froide des lustres, j'ai compris que cette perte-là ne se rachète pas. Les semaines qui ont suivi ont eu la lenteur des procédures et la précision des lames. On croit toujours que la chute d'un homme se fait en une soirée. En réalité, elle se fait ensuite, dans les couloirs, dans les courriers recommandés, dans les convocations qui arrivent au mauvais moment, dans les agendas qu'on ne contrôle plus. Dès le lundi suivant la cérémonie, Thibaut a tenté de reprendre la main. Il a multiplié les appels, les sourires, les explications entre gens raisonnables. Il a voulu transformer l'affaire en malentendu, en petite crise de couple. Il a même osé un soir me parler de fidélité et de loyauté, comme si ces mots lui appartenaient encore. Je ne l'ai pas contredit. Je l'ai laissé s'enfoncer dans sa propre rhétorique, parce que, de notre côté, tout était déjà entré dans le réel. Maître Dubois a déposé une plainte circonstanciée, avec pièce à l'appui. Et Margot a fait de même. Nous n'avons pas parlé de sentiments. Nous avons parlé de virement, d'identité, de promesses écrites, de manœuvres. Le constat d'huissier de justice venait sceller les preuves numériques, les messages, le profil julien, les demandes d'argent formulées avec la même mécanique, le même ton de fausse pudeur. La vérité, une fois constatée, cesse d'être une opinion. L'enquête a suivi son rythme. Audition, vérification, requête bancaire. Thibaut a découvert ce que découvrent tous les hommes persuadés d'être au-dessus. La procédure ne s'émeut pas de leur statut. Elle avance froide, régulière. Et puis il y a eu notre terrain à moi, le divorce. Je ne l'ai pas demandé comme une femme humiliée qui réclame une compensation morale. Je l'ai demandé comme une femme lésée qui réclame la réparation d'un dommage. L'article 266 du Code civil permet, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs, de demander des dommages-intérêts pour un préjudice d'une particulière gravité, celui qui dépasse la peine intime, celui qui vous expose, vous atteint dans votre dignité, vous blesse au cœur de la vie sociale. Je n'ai pas insisté sur l'adultère. L'adultère dans nos milieux fait soupirer puis s'oublie. J'ai insisté sur l'humiliation publique, sur l'atteinte à mon nom, sur l'utilisation de notre image, de nos biens, de mon travail invisible pour servir une double vie. J'ai insisté sur les retraits de fonds, sur la tentative de vendre notre maison de la Côte d'Azur, sur la dissipation d'actifs, sur la logique de prédation. Le jour de l'audience, j'ai senti quelque chose d'inattendu. Pas de la tristesse. Une forme de netteté. La salle du tribunal avait cette lumière pâle qui rend tout plus vrai. Les bancs, le bois, les dossiers empilés. Aucun décor de luxe ici. Juste la matière brute des faits. Thibaut était là, amaigri, crispé dans un costume trop neuf. Il avait cherché un effet victime. Il avait l'air d'un homme qui veut encore être plein. Son avocat,
à tenter de plaider l'erreur, la fragilité, la crise de la cinquantaine masculine, comme si le mensonge pouvait devenir une pathologie excusable. Quand mon tour est venu, je n'ai pas levé la voix. Je me suis tenue droite. J'ai parlé lentement, avec cette respiration que j'avais travaillée, ces pauses nécessaires pour que chaque phrase tombe au bon endroit. J'ai raconté la méthode, pas les détails croustillants, la méthode. Le profil sous un faux nom, les phrases copiées-collées pour attendrir, les demandes d'argent, les retraits sur nos comptes, le projet immobilier, la tentative de mandat pour vendre, la cérémonie de notre fils transformée en théâtre puis en scène d'effondrement. Et j'ai ajouté calmement, ce qui a fait vaciller toute la salle. Notre fils n'était pas là comme fils, il était là comme magistrat, dans la même institution que celle où Thibaut espérait briller. Il ne regardait pas son père avec colère, il le regardait avec une chose plus terrible, une distance morale, comme on regarde un homme qu'on ne reconnaît plus et qu'on ne veut plus reconnaître. Quand la décision est tombée, elle n'a pas eu besoin d'être dramatisée. Elle était logique. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de Thibaut. Les mesures patrimoniales ont suivi. Réintégration des sommes détournées, prise en compte des dettes personnelles comme dettes non ménagères et une prestation compensatoire qui ressemblait moins à une punition qu'à une restitution du déséquilibre qu'il avait créé. Quant à la demande fondée sur l'article 266, le juge a retenu le caractère particulièrement grave du préjudice, parce qu'il avait été public, parce qu'il avait été organisé, parce qu'il avait été cynique. Thibaut a pâli, il a voulu parler, il n'avait plus de mots. Et c'est là que j'ai compris la vraie sentence, celle que personne n'écrit sur le jugement. Il ne perdait pas seulement de l'argent, il perdait la possibilité d'être respecté. Dans sa ville, dans son cercle, et plus encore, dans les yeux de son fils. Quand tout s'est tu, quand les dossiers ont été rangés, quand les signatures ont cessé de décider à ma place, il est resté un espace étrange, un silence sans menace, un silence neuf. Je suis retournée seule dans les vignes un matin très tôt. La terre était encore humide, sombre, presque noire. Les rangs s'étiraient comme des lignes d'écriture anciennes, celles qu'on ne lit qu'en marchant lentement. J'ai respiré profondément. L'air avait cette odeur mêlée de bois, de feuilles, de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que je n'avais plus à défendre. La maison de Bordeaux n'était plus notre maison. Elle était redevenue un lieu simple, presque silencieux. Les objets avaient changé de poids. La table où il posait ses dossiers ne me regardait plus avec reproche. Le miroir de l'entrée me renvoyait un visage calme, pas plus jeune, pas plus dur, juste plus exact. Margot est venue me voir un dimanche. Nous n'avons pas parlé de Thibaut. À peine évoqué, comme on évoque un ancien mâle, un nom qu'on n'utilise plus pour ne pas lui redonner forme. Elle a posé une tarte tiède sur la table, un geste simple, un geste vrai. À 52 ans, on ne cherche plus à reconstruire en grand, on cherche à habiter juste. Margot a retrouvé ses finances. Moi, j'ai retrouvé quelque chose de plus rare, mon autonomie entière, celle qui ne dépend ni d'un compte commun, ni d'un regard approbateur. Dans la ville, les choses ont changé sans que j'aie à lever le doigt. Les invitations pour Thibaut se sont espacées puis évaporées. Les gens ne posaient pas de questions, ils détournaient les yeux. Dans notre monde, l'indifférence n'est pas un oubli, c'est une sanction. Je crois que c'est cela qui l'a achevé. Un homme peut survivre à une perte d'argent, il peut même se relever d'un procès. Mais perdre le respect, perdre ce droit tacite à être accueilli, écouté, invité, c'est une autre forme de chute, plus lente, plus profonde, sans appel. Je n'ai jamais cherché à l'humilier publiquement. Je n'ai rien raconté de plus que ce qui était nécessaire. J'ai laissé la mécanique sociale faire ce qu'elle sait faire de mieux, trier, écarter, réduire. Mon fils, lui, a continué sa route. Il m'a dit un jour simplement « Tu as fait ce qu'il fallait ». Il n'y avait ni reproche, ni gratitude excessive dans sa voix. Seulement cette reconnaissance silencieuse que les adultes offrent quand ils comprennent enfin ce que leurs parents ont porté. Je n'ai pas gagné une guerre, j'ai refermé un cycle. Aujourd'hui, je m'appelle toujours Éléonore. Je ne suis plus la femme de. Je suis une femme qui sait lire les silences, les chiffres, les regards, qui sait que l'élégance n'est pas une posture, mais une manière de refuser la brutalité
sans renoncer à la justice. Si je devais laisser un mot à celles qui m'écoutent, à celles qui sentent, sans preuve encore, que quelque chose ne tourne plus rond, ce serait celui-ci. Ne criez pas trop vite. Observez. Notez. Protégez-vous. La loi existe. La méthode aussi. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. La véritable liberté ne consiste pas à partir en claquant la porte, mais à rester assez longtemps pour reprendre les clés une à une sans que personne ne vous voie les reprendre. Puis un jour sortir. Calmement, la tête haute. Il y a des histoires qui ne parlent pas seulement de trahison, mais de lucidité. Celle-ci nous rappelle que la violence la plus destructrice n'est pas toujours celle qui crie ou qui frappe. Elle peut être feutrée, élégante, dissimulée derrière un costume bien coupé, un sourire rassurant, un discours maîtrisé. Et c'est précisément pour cela qu'elle fait tant de dégâts. Ce récit nous parle du moment où une femme cesse d'attendre que l'amour la protège et choisit de se protéger elle-même. Non pas dans la fureur, non pas dans l'humiliation publique, mais dans la compréhension froide des mécanismes. L'argent, le pouvoir, la réputation, le silence. Il nous rappelle que rester digne ne signifie pas rester immobile. Observer, documenter, agir avec méthode, c'est aussi une forme de courage. Combien de femmes, combien d'hommes aussi, ont senti un jour que quelque chose n'allait pas sans pouvoir le nommer? Combien ont préféré douter d'eux-mêmes plutôt que d'affronter une vérité dérangeante? Et combien ont découvert, trop tard, que le respect perdu est parfois plus douloureux que l'amour trahi? Cette histoire pose une question essentielle. À quel moment doit-on cesser de sauver les apparences pour commencer à se sauver soi-même? Est-ce lorsque l'on est trompé ou lorsque l'on est utilisé, effacé, dépossédé de sa propre place? Si ce récit vous a touché, interrogé ou rappelé une page de votre propre vie, nous vous invitons à partager votre histoire. Une décision silencieuse, une injustice vécue, une renaissance tardive. Vos mots comptent. Écrivez-nous, racontez-nous ce que vous avez traversé. Votre histoire pourrait à son tour éclairer quelqu'un qui hésite encore à reprendre ses clés et à sortir, enfin, la tête haute. Jesse, welcome in! And Carcass of Arbitrations. Welcome in. Arbitrations, did I read that right? Miriam, it's so nice to see you. How was your weekend, Miriam? What did you get up to? Sabs, it's so nice to see you. Ranga, hello. Smith, hello. Litor, thank you for complimenting the music. Scott, it's so nice to see you. Noak, hello. Nia, did you say that you're getting an extension on the assignment? 2,000 word essays, so many words. But yeah, I've decided that I'm just going to start making like playlists of the moment because I keep listening to just my light songs on repeat. Do you miss a penetrate? Good morning, Caden. How's Oscar, Caden? How's he doing? I like Casey's Spotify playlist was like, oh, I miss Baby Steps. What's your microwave brand? I actually just got a new microwave Arbitrations. Do we tell you? He's back to his normal self. Good. I'm gonna go find out. Heaven forbid someone asks me a question. Oh my god. It's called G-Pass. It was the only microwave I could find that would fit in my tiny kitchen because